Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, des questions d'actualité ont été posées au ministre des Mines, à celui des Finances et au ministre des Affaires étrangères. Des questions relatives à la fermeture de la Cominac, au paiement des frais de dédommagement des paysans de la commune de Tibiri Maradi et la candidature du Niger au Conseil de sécurité de l'ONU. Compte rendu, Harriet Salah. Le contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement est un exercice auquel s'adonnent les députés pour avoir des éclaircissements sur des sujets qui concernent la vie de la nation. Pour ce samedi, c'est le député Sidi Bachir Abdelaziz qui est le premier à poser sa question, celle de savoir les dispositions prises pour éviter la fermeture de la Cominac. Le ministre des Mines a répondu en ces termes. Face à cette situation, comme vous l'avez dit, le gouvernement n'est pas resté insensible parce que le président de la République a demandé au prix de son homologue français l'augmentation de ce prix Niger qui est passé de 40 000 à 47 000 en 2018, ce qui a permis d'ailleurs à Cominac en ce moment de ne pas fermer en 2018. Mais malgré ce prix et les efforts économiques qui ont été faits, les efforts de réduction de charges, la Cominac, les projections ne sont pas favorables. Nous avons engagé des négociations avec Orano et nous avons mis la Cominac dans la cagnotte sur le démarrage de Imourare. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que la durée de vie de Cominac soit prolongée d'au moins quelques années. Mais il faut toujours se dire que Cominac aura une fin de vie. La députée Amina Saminou Lawali a quant à elle voulu savoir à quand le paiement de frais de dédommagement du litige champêtre qui oppose depuis 2015 l'État du Niger à 97 propriétaires paysans de la commune de Tibiri Maradi. Tout est fin prêt, le paiement se fera incessamment, a répondu le ministre des Finances. C'est une question importante sur laquelle les dispositions ont été prises. Le mandat concernant les populations qui doivent être démarquées a été suivi et transmis au Trésor. Donc, incessamment, cette question sera réglée. Enfin, la dernière question est relative à la candidature du Niger au Conseil de sécurité de l'ONU. La question adressée au ministre des Affaires étrangères est posée par le député Seydou Ama. Nous avons décidé d'être candidats cette année, non seulement parce que depuis 1982, on n'a pas été. Et deuxièmement, la situation actuelle qui vit notre espace, l'espace G5, l'espace Sahel tout court et l'espace du bassin du lac Tchad, commande à ce que nous soyons partout où on parle de la sécurité internationale afin que nous puissions défendre les intérêts de cet espace-là et par conséquent les intérêts du Niger. Nous avons démontré par le passé que nous déployons, nous travaillons beaucoup pour que la paix et la sécurité prévalent dans le monde. Nous avons envoyé des missions de maintien de la paix au moins dans cet État, 3 en Afrique centrale, 3 en Afrique de l'Ouest et même jusqu'à Haïti, nous avons envoyé des contingents de maintien de la paix et qui ont été extrêmement bien appréciés. Cela veut dire que les forces nigériennes sont très recherché pour le maintien de la paix dans le monde. Et nous voulons profiter de cela. Créée le 30 septembre 2007, l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankassao de Maradi se distingue par ses idées novatrices pour une association. Ainsi, cette amicale a organisé hier au siège du Sénat de Niamey une prière et une rupture collective. Véritable moment de retrouvailles auquel ont pris part nos reporters Sadoumi et Adam Soumana. Détrompez-vous, il ne s'agit point d'un atelier de formation, encore moins d'un cours magistral dans un amphithéâtre, mais bel et bien d'une rencontre entre carnageurs. Et là également, ne vous fiez pas à l'étymologie du mot. Le carnageur se fait un nom utilisé pour désigner un ancien élève du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, jadis la crème des crèmes du second cycle du secondaire dans le pays. Ainsi, les anciens élèves de plusieurs promotions se retrouvent en présence du proviseur du lycée et quelques enseignants pour prier à la mémoire de nos disparus, le rétablissement des malades et la prospérité des vivants. Chers anciens élèves du lycée technique, cette séance de rupture collective a été entièrement financée par un carnageur qu'il trouve ici tous nos remerciements.
Une initiative, la première du genre, placée sous la bénédiction divine, qui a permis aux membres de l'amicale de se retrouver et de s'adonner avec plaisir au carnage. En marge de cette rencontre, quelques membres de l'amicale nous livrent leur appréciation. À travers cette amicale, c'est la fraternité, la mutualité entre les anciens élèves du lycée. Donc il faut qu'on se rencontre et on profite de ce mois béni de Ramadan pour qu'on puisse quand même échanger avec les anciens. Et donc ça fait longtemps, ça fait des années qu'on ne les ait pas vus. Donc c'est l'occasion pour nous, pour qu'on puisse faire la prière en communion afin que Allah nous gratifie de sa grâce et de sa clémence. Ça fait vraiment une famille, une grande famille et c'est vraiment un grand plaisir, quoi. Voilà. Il y en a certains, on se rencontre, on ne savait pas qu'on avait partagé le même lycée. Et voilà, aujourd'hui, voilà, après tant d'années, on se retrouve chacun dans son domaine. On est tous devenus, avant on était tout jeunes, là quand même, on devient de plus en plus des adultes, des parents. L'excellence était notre point commun et que chacun dans sa vie professionnelle arrive à se montrer aussi, comme on dit, à la hauteur de la famille du LTDK. Donc c'est cette nostalgie-là qui a fait en sorte que cette rencontre a eu lieu et surtout aussi en ce mois béni de Ramadan pour avoir une pensée toute particulière à tous nos amis arrachés à notre affection commune, que la paix de Dieu, en tout cas que leur âme repose en paix et que tous ceux qui aujourd'hui de leur vivant sont dans des difficultés ou dans des préoccupations particulières aussi, que ce soit dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs activités, prions ensemble pour que Dieu facilite chacun de nous individuellement pris, en tout cas ces œuvres pour le bénéfice de la collectivité. Avec la présente rupture collective sur l'initiative d'une bonne volonté, les carnageurs n'ont pu s'empêcher d'avoir une pensée positive au feu tonton Auguste, paix à son âme en ce moment de carnage. Vivement une perpétuation de cette initiative. Le mois de Ramadan est une période qui comporte énormément de bénédictions. Une occasion que doivent utiliser les musulmans pour multiplier les actes de bienfaisance. Plus d'explications avec le prédicateur Ben Salah. Le meilleur des musulmans, a dit le Messaïd de la sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins le croyant le plus aimé par Allah est celui-là qui est au service des autres. L'œuvre la mieux appréciée par Allah est celle qui consiste à provoquer la joie dans le cœur de l'autre. Le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas croyant 3 fois. Qui ne l'est pas, ya Rasulallah, avait demandé les compagnons qu'Allah les agrée tous, celui-là qui dort repu alors que son voisin ne trouve pas le sommeil ténaillé par la faim. Eh bien, pendant le mois béni de Ramadan, la meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Il arrive que certaines personnes, au coucher du soleil, ce n'est pas un jour de jeûne qu'ils ont, mais 10, 20, 30, à 35 au sortir du mois, ils ont pour certains 90 jours de Ramadan, 100 jours de Ramadan, etc. etc. Et comment? Quiconque, dit le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aide son frère ou sa sœur à faire rompre son jeûne, en l'invitant à manger avec lui, ou en lui envoyant de quoi manger, verra tous ses péchés effacés, se verra accorder un ticket d'accès au paradis et un jour de jeûne supplémentaire. Si c'est 2 jours de jeûne. Si c'est 3 personnes, 3 jours de jeûne. Alors les pauvres parmi les compagnons disent Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas déjà suffisamment à manger pour nous-mêmes. De là à inviter les gens à le faire avec nous ou à leur envoyer de quoi rompre le jeûne. Il y a une marge qui nous est difficile de franchir. Alors le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de préciser que Allah réserve cette récompense à quiconque fait rompre le jeûne, à son frère ou à sa soeur en islam, ne serait-ce qu'avec une gorgée de lait, ne serait-ce qu'avec un morceau de date, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et le messager de poursuivre et de terminer en disant, quiconque désaltère un jeûneur, Allah le fera boire de mon lac, une boisson après laquelle il n'aura plus jamais soif jusqu'à accéder au paradis, qu'il en soit ainsi à Rabbal Alamin. Dans notre pays, pendant qu'on parle de dépolitisation de l'administration, cette dernière n'a jamais été aussi politisée que maintenant. Je vous propose de suivre l'avis de quelques citoyens sur la question. Politisation de l'administration, je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Parce que si on met à chaque fois de l'administration, la politique, je crois que les choses ne vont pas avancer dans de bonnes conditions. L'administration et la politique
Ce sont des choses à la fois, si on fait les trucs qui sont des liens, mais le lien, parfois, ça amène des problèmes. Quand il y a une sorte de partage de postes, la majorité, celle qui appartient peut-être au parti au pouvoir, peut emporter. Genre, de toute façon, à chaque fois qu'on va donner des postes pour certaines personnes, on va choisir peut-être moi, on va me donner un poste important parce que je fais partie d'un tel parti politique. Or, quand il n'y a pas le lien de parti politique dans une administration, là, tout le monde aura un gain de partage normal. Ça veut dire que j'aurai mes compétences où voulu. On ne va pas m'envoyer parce que non, je fais partie d'un tel parti politique, mais c'est parce que je suis compétent à ce poste. Donc moi, je trouve que mettre la politique dans l'administration, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Mais on ne peut pas éviter ça parce que depuis la création de la démocratie et de cette sorte de politique, ça existe. S'il y a une institution ou administration qu'il faut vraiment mettre un accent particulier, c'est vraiment l'éducation. Parce que tout ce que nous sommes, nous avons passé par ça. Donc vraiment politiser une administration n'est pas du tout vraiment bon. Moi je condamne ça et vraiment ce n'est pas du tout bien. Si on politise une administration, vraiment c'est catastrophique. Il y a des gens qui sont là, qui ont les niveaux qu'ils n'ont pas. Je m'explique c'est quoi. C'est-à-dire que la personne est là dans un métier qu'elle ne maîtrise pas. Tout simplement parce que je connais X ou Y, donc elle va m'amener. Et ça aussi c'est un cadre de politisation. Vraiment il faut dépolitiser l'école. Parce que l'école ne doit pas être politisée. C'est on veut un développement dans les scolaires. Parce que s'il s'agit de politiser l'école aujourd'hui, ça risque d'avoir des conséquences, de mauvaises conséquences. Pour nous en tant qu'étudiants, d'abord premièrement il faut dire, moi je soutiens vraiment à ce que le gouvernement nomme le recteur et les vice-recteurs. Pourquoi? Parce que quand le recteur est nommé par le gouvernement et quand le recteur ne connaît personne, ne connaît aucune tête parmi les enseignants-chercheurs et les étudiants ont pris le PAT. Donc cette fois-ci, pendant les conseils que les rectorats tiennent, donc pendant le conseil du rectorat, pour que soit l'enseignant-chercheur, soit l'étudiant, soit le PAT, quand il se traduit cette fois-ci devant ces conseils-là, le recteur qui est nommé par le gouvernement et ne connaît aucune tête, il va essayer de créer toutes les conditions pour châtier qui, avec quel bâton. De la musique dans ce journal, cela fait 38 ans que le chanteur jamaïcain Bob Marley est mort. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, sa musique reste encore adulée par des milliers d'amateurs. Abdelrazak Leyo et Halid Bourema pour le reportage. « 11 mai 1981, 11 mai 2019. Cela fait 38 ans que Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, est décédé. Celui qui est surnommé The King of Reggae est né le 6 février 1945 à Nin Miles, paroisse de Sainte Anne, en Jamaïque. Près de 40 ans après sa mort, Bob Marley vit encore dans le cœur de ses fans. Depuis mon enfance, quand j'écoute du reggae, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je sens qu'il y a un esprit derrière une musique assez spéciale, quoi. Surtout quand tu écoutes le morceau Natural Mystic, où il disait There is natural mystic blowing through the air. Et plein d'autres, où des Carfits, où il a parlé des mauvais amis et autres. Donc pour moi, c'est un artiste qu'on ne peut pas finir de décortiquer, quoi. Pour moi, la musique de Bob Marley devrait être la musique qu'il faut conseiller aux gens. Parce que musicalement parlant, elle n'est pas assez violente. Et elle communique, elle véhicule des messages d'éducation, des messages édifiants. C'est une musique très très riche, quoi. Et que moi j'ai adhéré facilement. À chaque fois quand je voyais Bob Marley, je me disais, un jour viendra, je serai comme lui. Je parle de l'apparence, quoi. Et après, j'ai fini par avoir la chance là de convaincre mes parents à avoir les dreadlocks. Et pour moi, les dreadlocks, c'est tellement significatif. Je ne l'ai pas fait pour montrer, genre,
c'est assez spécial pour moi. Bob Marley est considéré par plusieurs générations déjà comme le porte-parole des fins, des privilégiés et défavorisés. Il est avant tout le premier musicien à incarner et assumer pleinement et naturellement cette identité de porte-parole contestataire. Être Rasta, c'est certes sur la tête, mais aussi dans la tête. Ce sera difficile de parler de la musique Rasta, reggae ou Rasta sans parler du mouvement Rastafari. Il faut dire que le mouvement Rastafari est né vraiment en 1930 par le couronnement de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassie, voilà, qui est considéré comme roi et qui a été annoncé par le prophète Marcus Garvey, qui disait aux Africains, aux Rasta, et regardez vers l'Afrique, votre sauveur viendra de là et qui va vous sauver de l'oppression des Occidentaux. Donc à partir de 1930, le mouvement Rastafari a pris le jour et ça se développe jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et moi, Rastandé, je suis le représentant du Niger auprès du RCC, c'est-à-dire le Rastafari Continental Council, qui se tiendra au Ghana du 23 au 25 mai. Bob Marley est décédé à 36 ans. De son vivant, il rencontre un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. En partie magazine, je vous laisse avec le directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane, qui explique les raisons de la rupture d'électricité observée ces derniers jours. Très bonne réception et passez une excellente soirée. La situation était due à une conjugaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la perte du groupe PC4 de Goudel au mois de novembre 2018, si les populations se souviennent, et qui a engendré une perte de 10 MW sur notre capacité. La deuxième raison, c'est la coïncidence cette année du mois saint de Ramadan avec le mois de forte demande, le mois de canicule et le mois de mai. Et habituellement, le Ramadan induit une demande supplémentaire de 10 à 15 MW. La troisième chose, c'est l'indisponibilité d'un des 4 groupes de Gorobanda suite à une panne d'un régulateur. C'est une pièce, une petite pièce qui coûte à peu près 19 millions et qui est tombée en panne et qui indisponibilise le groupe présentement. La quatrième chose, c'est les fortes perturbations du réseau du Nigeria. Actuellement, il pleut très fort au Nigeria. Comme le réseau est interconnecté, donc il y a de fortes précipitations qui mettent des lignes hors service et ça affecte l'ensemble du réseau. Et quand ça arrive dans une partie du pays, dans la même journée, ça se retrouve après dans l'autre partie du pays. Et c'est ça qui fait les fortes perturbations que nous constatons. Et il y a aussi l'effet du carême au Nigeria. Là-bas aussi, il y a une forte pression sur la demande à cause du carême qui est en cours. L'autre aspect, c'est aussi l'augmentation de la demande. Vous savez, nous avons lancé des branchements promotionnels à Niamey. À date, nous avons exécuté depuis le début d'année 18 000 branchements. Et nous avons en instance 19 700 branchements. Les gens qui ont payé pour lesquels on est en train de raccorder. Alors que l'année passée, par exemple, sur toute l'année, nous avons exécuté que 22 000 branchements. Donc en fait, il y a un accès fort de la population à l'énergie électrique et la demande s'en ressent. Donc la combinaison de tous ces facteurs a fait que mathématiquement, nous avons un déficit pour couvrir la demande pendant le mois de carême. Et ce déficit va durer tout le mois de carême. Malheureusement, les perturbations sont venues exacerber un peu cette situation. Maintenant, quelles sont les solutions en vue? C'est d'abord la remise en exploitation du 4e groupe. Nous avons commandé le régulateur. Il va être livré par avion courant semaine prochaine et nous allons remettre en route le 4e groupe de Gorobanda. Donc plus 18 MW, ça va atténuer les délestages.
quand nous avons établi que le PC4 est irrécupérable, nous avons lancé, en prélude aussi à lui à 2019, où nous devons adresser la situation, nous avons lancé commande d'une centrale de 16 MW. Et la centrale sera livrée à travers un pont aérien. Le premier vol arrivera à Niamey, Inch'Allah, le 16 mai, c'est-à-dire le jeudi prochain. Nous allons installer et à partir du 15 mai, nous allons avoir 11 MW disponibles. Et la semaine d'après, nous allons avoir les 16 MW qui seront pleinement disponibles. Donc voilà la situation. Elle est difficile, mais elle reste sous contrôle. Nous avons des solutions immédiates. Déjà la semaine prochaine avec la remise du 5e groupe. À très court terme, avec l'installation de la nouvelle centrale de 16 MW. Et si nous avons la chance que les pluies tombent rapidement, la température va baisser. Alors hier je disais cela au site de Niamey 3 et en parlant de l'impact des perturbations du Nigeria, je ne croyais vraiment pas si bien dire parce que à peine je suis arrivé au bureau, à exactement 14h22, il y a eu un effondrement total du réseau du Nigeria. Donc un blackout qui a mis à terre tout le réseau du Nigeria et qui a affecté toutes les régions interconnectées du Niger, Tillabéri, Niamey, Dosso, Tawa, Maradi et Zender. Et cette situation a duré toute la nuit. Ce n'est que ce matin, à 8h30, que les lignes d'interconnexion ont été rétablies. Ça a duré 19 heures d'affilée. Donc, entre-temps, tout ce temps-là, nous avons fonctionné avec la centrale de Gourbanda, les 3 groupes disponibles. Il se fait qu'à cause de la chaleur aussi, les groupes de Gourbanda ne donnent pas 100% de leur puissance. On est obligé de baisser la puissance pour sécuriser les groupes. Donc, on peut tirer des fois 16 mégas, 18 mégas. Donc, la puissance disponible sur les 3 groupes varie entre 44 mégas et 54 mégas. Ça couvre autour de 35 à maximum 45% des besoins de la ville. Et il se trouve aussi que les priorités, ce qu'on dessert en priorité, sont dispersées dans la ville. Il y a le palais et l'hôpital national de Niamey qui sont desservis par le départ qu'on appelle Kouarakano qui vient de Goudal. La maternité de Gazobik qui est desservie à partir de Niamey 3 par le départ ville. L'hôpital national de la Morde qui est desservi à partir de Gourbanda sur le départ université. La maternité poudrière qui est prise à partir du départ poudrière venant de Niamey 3. La station de pompage de Goudel qui a un départ dédié qui s'appelle SPG, station de pompage de Goudel, etc. Donc quand on prend ces priorités-là, et en les prenant, on prend tous les quartiers qui sont traversés, à cause de la forte demande, donc il reste très peu pour desservir les quartiers périphériques. Et c'est ça qui fait que, très malheureusement, les gens dans les quartiers ont dû passer une nuit extrêmement sévère et pénible. Moi, je suis au quartier Koubia. Nous avons été repris à 4h25 ce matin. Donc, je me suis surpris, moi-même, citoyen Khalid, en train de se plaindre du DG de la Nigélec, Khalid. Je voudrais vraiment demander à la population, en ces circonstances exceptionnelles et en cette conjugaison de facteurs, de faire preuve de compréhension. La situation est vraiment sous contrôle. Nos infrastructures sont bonnes. Mais c'est un ensemble de circonstances indépendantes de la volonté de personnes qui sont venues et nous allons les adresser. L'amélioration va se sentir. Nous rentrons dans le week-end. On doit pouvoir tenir parce que la demande n'est pas très forte pendant le week-end. En début de semaine prochaine, le 4e groupe va venir. Le jeudi, les groupes de l'UA 2000 vont venir. Donc la situation, les perspectives sont là. Mais vraiment, tant que les fluctuations du Nigeria sont là, il faut que la population patiente et supporte. Comme j'ai dit, nous avons l'option en fait de ne pas faire des branchements sociaux, de contenter les gens qui ont déjà l'électricité, qui sont dans les quartiers luxueux, mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons démocratisé le peu qu'on a. Il y a plus de Nigériens qui ont accès, mais en conséquence, ça reste insuffisant. De l'autre côté, des investissements sont en train d'arriver. Vous savez qu'il y a le 5e groupe dont nous avons le financement qui vient, la centrale solaire. Tout ça va venir en 2020. Mais nous n'allons pas dire aux autres Nigériens d'attendre
Non, il y a beaucoup de Nigériens, comme je vous ai dit, depuis janvier, 18 000 qui ont eu accès à l'électricité, presque 20 000 qui attendent, et nos équipes sont en train de raccorder les gens. Pendant ce carême-là, tout celui qui a payé, il met la pression pour qu'on le raccorde dans l'électricité, pour qu'au moins pendant 1 ou 2 semaines, ils puissent avoir l'électricité. Les fameux compteurs après payent.